avec un quart environ de professionnels de santé qui sont là, un quart de parents, familles, associations, et puis aussi une grande majorité, beaucoup de partenaires médico-sociaux de la région et même au-delà. Donc, merci à tous d'être présents pour ce webinaire. C'est vrai que l'aide au remplissage du dossier MDPH, c'est un sujet qui intéresse beaucoup. On a beaucoup de demandes au service social donc, par rapport à cela. Donc, je trouvais que c'était bien qu'on puisse se rencontrer et puis évoquer voilà, cette aide au remplissage du dossier. Donc, on va donc couper les micros, les caméras s'il y a besoin pour les nouvelles personnes qui viennent d'arriver. Oui, bonjour. Voilà. Bonjour. Donc, je suis Leslie Davot, je suis assistante sociale coordinatrice sur la plateforme d'expertise maladies rares. Cette plateforme, c'est un dispositif de coordination régionale qui est piloté par les hôpitaux de Tours et d'Orléans depuis l'été 2021. Cette plateforme, elle a pour vocation d'améliorer le parcours de soins et le parcours de vie des personnes atteintes de maladies rares et de leurs proches et de rendre visibles ces maladies et les centres experts pour que les personnes puissent y accéder. Donc, à la fois rendre visible aux professionnels, mais aussi au grand public. Donc aujourd'hui, je vais du coup avoir la chance de collaborer avec Madame Lanier de la MDPH de l'Indre-et-Loire, que je vais laisser se présenter. Merci Madame Davot, bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, Virginie Lanier, chargée de mission communication et partenariat à la MDPH 37 et référente démarche qualité. Merci. Et puis nous avons le soutien de l'animation et de la technique de ma collègue Madame Odges, que je vais laisser se présenter aussi. Bonjour à tout le monde, je suis la chargée de mission sur la plateforme d'expertise maladies rares et puis je vous souhaite un bon webinaire. Merci. Donc, ce webinaire se veut généraliste. On va donner des informations généralistes. Il n'y aura pas de situations personnelles qui vont être évoquées. Si vous avez des questions d'ordre général, n'hésitez pas à passer par le chat. On ne va pas passer par le micro parce que ça va être compliqué étant donné le nombre de personnes. Mais voilà, n'hésitez pas. Et on prend le temps à la fin de nos explications là, de répondre à vos questions. Voilà. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Si j'arrive à faire fonctionner l'ordinateur. Alors, je ne pensais pas avoir un problème technique dès le départ. Voilà. Alors, où et comment déposer le dossier de demande? Alors, on avait dit qu'on parlerait de cette thématique-là. Donc, pour la MDPH du 37, vous pouvez demander le dossier et le certificat médical directement à la MDPH ou vous pouvez le trouver sur Internet, sur le site de la MDPH 37. Vous pouvez ensuite le retourner par la poste, par mail sur info@mdph37.fr ou à l'accueil de la MDPH. Si vous appelez, vous pouvez aussi avoir donc un conseiller qui peut vous donner des informations et vous aider à constituer le dossier. Bien sûr, n'hésitez pas à vous adresser aussi à un service social, que ce soit à l'hôpital, sur un centre communal d'action sociale et aux maisons départementales de la solidarité. On a sur le département 37, du coup, un répertoire de ces maisons des solidarités pour trouver celle qui est la plus proche de votre domicile sur le site du département, qui est www.touraine.fr ou sur le site de Touraine Repérage. Pour les autres départements, donc s'adresser aussi à la MDPH ou à la maison départementale de l'autonomie, en fonction du département, ça ne s'appelle pas de la même manière. Pour donc l'Indre-et-Loire et le Cher, on peut trouver les formulaires en ligne et les imprimer avant envoi. Et pour les départements du Loiret, du Loir-et-Cher et de l'Eure-et-Loire, la demande peut être déposée directement en ligne. Donc là, je vous ai mis les sites du 45, du 41, du 28. Et on peut aussi déposer sur le site national de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. C'est donc www.mdphenligne.cnsa.fr. En sachant que l'Indre-et-Loire, donc il y a un projet au premier trimestre 2023, si je ne dis pas de bêtises, de faire aussi une possibilité de dépôt en ligne. Tout à fait. Je sais qu'il y a des personnes qui sont hors région là aujourd'hui. Alors c'est pareil, n'hésitez pas à aller voir sur à la fois donc, le site internet de votre département ou de la MDPH et vous verrez s'il y a cette possibilité de dépôt en ligne qui peut être quand même
extrêmement facilitante pour certaines personnes. Alors, sur le dossier MDPH, il y aura 6 rubriques distinctes que l'on va évoquer avec vous, qui sont donc dénominées avec des lettres. Le premier A, l'identité de la personne, B, la vie quotidienne, C, la vie scolaire ou étudiante, D, la situation professionnelle, E, l'expression des demandes de droits et de prestations, et F, sur la partie des aidants familiaux. À chaque fois, il y a une même logique dans ce dépôt de dossier MDPH par rubrique. Donc, au départ, on est sur vraiment la vie quotidienne. Comment ça se passe pour vous? Une description, effectivement, de votre situation actuelle pour ensuite passer sur l'explicitation de vos besoins et en troisièmement, les attentes que vous avez. Donc, par exemple, la scolarisation en milieu ordinaire, on est dans cette situation actuelle. Les besoins, ce serait éventuellement prendre des notes et les attentes, une aide humaine pour cela. Vous voyez, c'est décliné de cette manière à chaque fois. Pour l'emploi, on a une situation dans l'emploi. On va donc avoir besoin d'adapter ce poste de travail et donc en attente éventuellement du matériel adapté. Je vais vous laisser continuer, Madame Lanier. Merci, Madame Lavaux. Donc, effectivement, on a ces rubriques qui sont construites de la même façon, hein, comme on vient de vous l'expliquer, sur la situation actuelle, les besoins et les attentes. Et on va voir que ça se décline dans chaque rubrique du dossier. Alors, est-ce que j'ai la main pour changer? Peut-être pas. C'est bon? Donc, d'abord, sur le document administratif obligatoire, en fait, pour chaque demande, hein, sur cette page de garde, vous avez la possibilité de préciser si c'est une première demande ou si votre situation a changé. Voilà, donc ça va nécessiter de revoir vos besoins et les prestations qui ont pu être attribuées, ou si on souhaite une réévaluation de ces droits. On peut aussi dire qu'effectivement, la situation, elle n'a pas changé depuis le dernier dossier déposé à la MDPH, qu'il n'y a pas d'éléments prégnants qui ont changé vos besoins, et auquel cas, demandez le renouvellement à l'identique des droits que vous aviez auparavant. Et puis, depuis ce formulaire 2019, on a la possibilité, effectivement, que l'aidant familial, le proche aidant, parce que ce n'est pas forcément quelqu'un de la famille, hein, c'est le proche aidant qui intervient ou qui accompagne la personne dans ses besoins de la vie quotidienne, puisse remplir aussi le volet F. Dans ce volet A, des renseignements obligatoires, évidemment, hein, qui concernent l'identité de la personne qui fait une demande, donc son nom, son prénom, sa domiciliation, son numéro de sécurité sociale, le numéro d'allocataire auprès de la CAF ou d'un autre organisme de prestation familiale, l'autorité parentale aussi si on est sur un mineur, et puis les documents à joindre qui sont aussi précisés. Et ne surtout pas oublier, effectivement, de signer le formulaire, hein, c'est absolument indispensable, et d'indiquer aussi si vous autorisez un échange d'informations avec les partenaires. C'est une obligation hein, au titre de la loi RGPD, hein, de la protection des données. Donc, si vous autorisez cet échange, ça peut permettre à un professionnel de la MDPH de contacter ou votre médecin ou un service spécialisé qui vous accompagne, etc. Et puis, on le verra tout à l'heure aussi, d'indiquer si on souhaite une procédure simplifiée avec l'explication de ce que ça veut dire, la procédure simplifiée. Une spécificité, la rubrique A5, qui permet d'attirer l'attention des professionnels de la MDPH si vous êtes dans une de ces situations et que vous risquez de rencontrer une rupture dans votre parcours de vie. Hein, donc, par exemple, si on ne peut plus rester à domicile, si l'enfant n'est plus accueilli à l'école, qu'il y a une rupture dans le parcours de scolarisation, s'il y a une sortie d'hospitalisation imminente, si on risque de perdre son travail, on peut cocher cette rubrique A5. Cette rubrique A5, elle n'est pas similaire à une demande de traitement en urgence. Attention. Hein. Mais voilà, nous, en tout cas sur le 37, et je ne doute pas que mes collègues font la même chose, on est vigilants à cette rubrique parce qu'on sait qu'il y a un risque de rupture dans le parcours de vie de la personne. Donc, on va être attentif à ces demandes s'il y a un risque de rupture de droit, de rupture d'allocation ou dans le maintien à domicile, par exemple. Sur toujours ce formulaire A administratif, vous avez souvent des trombones, hein, donc, qui signifient que ce sont des pièces à joindre.
Alors, vous verrez que les trombones sont de moins grande taille. Là, ce sont vraiment les documents obligatoires pour chaque dépôt de demande à la MDPH, donc un certificat médical, alors qui maintenant est de moins d'1 an. Les textes ont changé depuis le formulaire, mais les CERFA n'ont pas été réimprimés, donc on voit toujours 6 mois, mais aujourd'hui le délai c'est 1 an pour le certificat médical, une copie d'un justificatif de domicile, une copie d'un justificatif d'identité, et puis s'il y a une mesure de tutelle ou de curatelle, de protection juridique, une copie aussi de cette attestation-là. Et puis on date et on signe le formulaire. Et la possibilité aussi, pour les personnes qui rencontreraient des difficultés pour faire compléter de façon précise leur certificat médical, elles peuvent signifier qu'elles ont eu des difficultés par rapport à cette question-là. Donc, comme je disais tout à l'heure, par rapport à la notion de respect de la protection des données personnelles, on coche si on accepte ou si on n'accepte pas que la MDPH puisse échanger avec d'autres professionnels qui connaissent votre situation, qui pourraient nous apporter des éléments complémentaires. Et puis, par rapport à la procédure simplifiée, c'est uniquement de dire qu'on accepte que le dossier passe en commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées sans être présent. Voilà, c'est ça la procédure simplifiée. C'est de dire qu'on ne sera pas invité en commission des droits et de l'autonomie. Donc voilà, quand la situation n'a pas évolué, quand on est sur un renouvellement des prestations, ça peut être une possibilité de préciser qu'on accepte cette procédure, mais qui n'a pas d'incidence sur le délai de réponse. À vous, Madame Dabo. Votre micro est éteint. Voilà, c'est ça. Alors, je vais reprendre effectivement sur la vie quotidienne, donc la partie B. Cette partie va permettre sur la page 5 de préciser la situation familiale de la personne, si on vit seul, en couple, si on vit avec des parents, des enfants, les modalités d'hébergement, un logement autonome, un établissement médico-social, si on vit chez de la famille, chez des parents notamment, un ami, les ressources aussi et les aides financières, de quoi on vit. Donc sur cette partie B. En pages 6 et 7, cette rubrique va permettre de préciser les aides matérielles ou humaines, la répercussion professionnelle et les frais liés à l'éducation d'un enfant handicapé, les besoins ressentis à la fois dans la vie à domicile, à la fois dans les déplacements et pour la vie sociale, et aussi les attentes. On va redécliner après les formulaires. Voilà. Donc, comme on le disait tout à l'heure, toujours la triade, situation quotidienne, ensuite les besoins et les attentes. Donc là, on est sur la vie quotidienne. Qu'est-ce qui se passe actuellement? L'aide technique, matérielle ou équipement dans un premier temps. Donc, il y a effectivement les rubriques aménagement de logement, les aides techniques, aménagement de véhicules, aide animalière, autres s'il y a, et l'aide à la personne. Donc, avec la personne qui va aider, est-ce que c'est la famille, professionnelle de soins à domicile ou quelqu'un d'un service d'accompagnement médico-social, par exemple. Il est aussi possible de préciser la présence d'une personne auprès de l'enfant, c'est-à-dire est-ce que effectivement un parent a réduit une activité professionnelle pour s'occuper d'un enfant avec une situation de handicap ou une pathologie lourde. Si on recourt à l'emploi d'une personne aussi qui est rémunérée, une tierce personne qui intervient dans la situation, c'est le moment de le noter également ici. Et ensuite, il y a un petit formulaire possible avec les frais liés au handicap ou restant à charge. Donc, ça peut être des consultations spécialisées, des médicaments non remboursés, du matériel, l'acquisition de véhicules adaptés, un logement à réaménager, des frais de transport, des frais d'hébergement, etc. La liste n'est pas exhaustive. Il faudra fournir les factures, un minimum de 2 devis. Et il faut savoir aussi qu'il n'y a pas de prise en charge systématique. On indique les frais. La MDPH va ensuite évaluer votre situation de façon personnelle. Ensuite, par rapport aux besoins, donc comme je le disais tout à l'heure, il y a différentes rubriques. Là, c'est le besoin pour la vie à domicile. Donc, se poser la question, est-ce qu'on a besoin de quelqu'un pour régler les dépenses courantes, pour gérer le budget, pour l'hygiène, l'habillage, faire les courses, préparer des repas, faire le ménage, l'entretien des vêtements, prendre soin de sa santé. Voilà, donc on se pose avec ces questions-là en termes de besoins. Besoins en termes de déplacement.
donc pour se déplacer dans le domicile, à l'extérieur du domicile, utiliser un véhicule, des transports en commun, partir en vacances. Et le besoin pour la vie sociale. Donc là, c'est vraiment déjà au départ pour s'exprimer, se faire comprendre, entendre, avoir des activités ensuite à l'extérieur, sportives, de loisirs, des relations avec les autres, s'occuper de sa famille, être accompagné dans sa vie citoyenne ou assurer aussi sa sécurité. Ça, on n'y pense pas toujours, mais effectivement, c'est un élément aussi important. Ensuite, donc, les attentes, on en vient à notre triade et donc à la finalité de cette triade. Qu'est-ce qu'on attend? Donc, les souhaits tout d'abord, si on souhaite vivre à domicile ou en établissement. Et ensuite, donc là, est-ce qu'on a une attente sur l'aménagement de notre lieu de vie, sur quelqu'un qui va nous aider au quotidien? Ça peut être un aidant, mais ça peut être un tiers, une association d'aide à domicile, un service de soins qui peut intervenir, une aide pour se déplacer, du matériel ou équipement, une aide financière. Alors on verra qu'il y a l'aide financière à la fois pour les frais, les dépenses liées au handicap, et aussi une aide financière pour s'assurer un revenu minimum, l'accompagnement et l'adaptation, la réadaptation à la vie quotidienne. Est-ce qu'on a une attente par rapport à un accueil en établissement, accueil temporaire en établissement, une aide animalière, et aussi pour réaliser un bilan des capacités dans la vie quotidienne. Voilà, ou d'autres attentes que l'on peut préciser également. À chaque fois, il y a la petite case qui est prévue pour aussi libre pour indiquer des attentes supplémentaires voilà, que vous pourriez avoir. Ensuite, il est répertorié, donc là, un petit icône sur « Avez-vous déjà identifié un établissement ou service d'accueil, d'accompagnement ou de soins qui pourrait répondre à vos attentes ?» Donc là, ça peut être par exemple un service d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés, un foyer d'hébergement, voilà, un hébergement temporaire avec des établissements que vous connaissez, qui sont à proximité de chez vous, avec lesquels vous avez été en contact, éventuellement ou pas, et vous pouvez l'indiquer. C'est vrai qu'il est conseillé d'ailleurs de prendre contact et de se renseigner sur ces établissements qui pourraient répondre à vos attentes. Après, ce n'est pas une obligation, c'est bien d'être en contact. Ceci dit, c'est pareil, pour accéder à ce genre d'établissement, il faudra de toute façon une orientation de la MDPH. Donc, il faudra bien attendre cette orientation pour pouvoir prétendre à intégrer un établissement. Donc, que ce soit de l'accueil de jour, un séjour permanent, un séjour temporaire. Voilà. Alors, il y a eu une évolution depuis l'ancien formulaire de 2019 avec la demande générique. C'est-à-dire que maintenant, vous n'avez plus à identifier exactement les droits et les prestations auxquels vous pouvez prétendre. Avec du coup l'information que vous avez, les informations que vous avez rentrées dans ce formulaire, les besoins que vous avez exprimés, les difficultés que vous avez exprimées, ainsi que les attentes. C'est l'équipe pluridisciplinaire de la MDPH qui va évaluer et identifier ces droits et ces prestations. Donc ça, c'est très important de ne pas se mettre la pression avec le fait de ne pas avoir coché une case. Bien sûr, c'est bien de pouvoir les identifier et de se faire accompagner pour cela. Toutefois, voilà, pas de panique. La MDPH vous aidera aussi à rétablir des droits que vous n'auriez pas demandé, des prestations que vous n'auriez pas demandées et à vous faire des propositions adaptées vraiment à chaque situation. C'est pour ça que c'est important, par contre, de bien détailler votre situation. Et pour cela, donc pour ces détails, vous avez cette partie libre-là de la vie quotidienne où vous pouvez mettre votre situation, vos attentes, vos projets de manière un petit peu plus détaillée. L'intérêt, c'est de permettre effectivement de se questionner et d'informer sur sa situation, même si on n'exprime pas de réel projet de vie. Après, si vous pouvez en exprimer un projet de vie, effectivement, c'est quand même bien. Ça va pouvoir aider la MDPH à poser une évaluation sur votre situation. Donc, effectivement, aider à comprendre comment vous vivez et vos besoins. Donc, le point important, c'est on part de quelles conséquences sur le quotidien à la maison. Quelle assistance est nécessaire, quels sont les besoins au quotidien, comme on l'a vu, là, qui ont été déclinés sur les rubriques d'avant. Donc là, en page libre, on peut, et c'est notre conseil, vraiment indiquer du lever au coucher une journée type. Alors, on part de la journée la plus compliquée pour vous. Comment ça se passe sur cette journée? Vous vous levez jusqu'au coucher, de quoi vous avez besoin? Et en parallèle, d'indiquer donc vos attentes pour répondre à ces besoins. Une aide extérieure, tierce, un aidant familial, un hôpital de jour, une institution. Voilà, on essaie de mettre en face les attentes si c'est possible. Bien indiquer l'aide apportée par un aidant.
en vue que cette aide soit valorisée, hein, parce que dans la prestation de compensation du handicap, il y a un dédommagement possible de l'aidant familial, donc à hauteur de 4,37 € de l'heure. Vous trouverez toutes les possibilités aussi qui s'offrent dans le cadre de la prestation de compensation du handicap avec les tarifs sur le site de la CNSA, hein, de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Donc, vous pouvez aller voir si vous souhaitez plus de détails, notamment sur les financements qui pourraient vous être accordés par rapport à des aides techniques, du matériel, et puis le détail aussi donc, par rapport aux aides humaines, que ce soit par le biais d'associations d'aide à domicile ou par le biais d'un aidant familial notamment. On peut indiquer aussi dans ce projet de vie la réduction d'une activité professionnelle, le temps à consacrer aux soins dans la journée, parce que ça, on n'y pense pas non plus, hein, notamment quand on aide un enfant, de la surveillance aussi, hein, besoin de surveillance qui est très important, et ça c'est pareil, on n'y pense pas toujours. Je ne sais pas, Madame Lallier, si sur ce point, vous aviez des choses complémentaires à ce que je viens d'évoquer, avant de reprendre la main. Ah, non, non, effectivement, c'est important voilà, de pouvoir dérouler une journée complète et de faire un état des lieux de ce qu'on peut faire seul, de ce qu'on peut faire seul si on est stimulé, si on est surveillé, si on est accompagné, de ce qu'on ne peut pas faire seul. Voilà. L'idée, c'est effectivement de pouvoir répondre au plus juste aux besoins d'accompagnement dans la vie quotidienne. C'est vrai que chaque rubrique permet de donner des informations, notamment par rapport à la réduction du travail, etc. Mais voilà, cet espace, il faut l'utiliser si vous en ressentez le besoin. En tout cas, toutes les informations qui seront fournies à l'équipe pluridisciplinaire seront de toute façon intéressantes et importantes pour cette évaluation globale de votre situation, puisque comme on l'a dit tout à l'heure, hein, cette demande générique, le fait de ne pas cocher une prestation particulière, mais bien de nous exposer vos besoins et vos attentes pour qu'on vous propose les prestations auxquelles vous pouvez prétendre, on a besoin d'informations relativement précises et complètes pour répondre au mieux à ces besoins. Merci, je vous laisse continuer. Merci. Donc, on a vu là des deux parties qui sont pour tout le monde, la partie administrative et la partie B, hein, sans limite d'âge, j'ai envie de dire. Et là, on va rentrer dans la partie C, donc qui va être dédiée aux enfants et aux étudiants, donc tout ce qui est lié à la vie scolaire ou à la vie étudiante. Et dans la même logique de déroulé, hein, vous allez préciser dans ce volet C la situation actuelle. Voilà. Quelle est la situation scolaire de l'enfant? Est-ce qu'il est scolarisé en milieu ordinaire? Est-ce qu'il est déjà scolarisé dans une classe Ulysse en milieu ordinaire? Est-ce qu'il est scolarisé en établissement spécialisé? Quel a été son parcours? Les aides qui sont mises en place? L'emploi du temps? C'est un outil intéressant à remplir. Alors, pas l'emploi du temps scolaire, hein, à savoir quand est-ce qu'il a du maths ou du français, mais justement par rapport à la quotité de présence à l'école et par rapport aux soins parfois qui peuvent être mis en place, ça nous donne une bonne visibilité sur le besoin d'accompagnement de l'enfant et parfois donc sur la réduction du temps de travail ou l'impossibilité de se procurer une activité professionnelle quand on est parent d'un enfant en situation de handicap. S'il y a un accueil 1 heure par jour, ce n'est pas la même chose que quand l'enfant il est scolarisé tous les jours. S'il est accueilli que le matin, s'il y a psychomote l'après-midi, orthophoniste, kiné, etc. Voilà. Donc, ce sont des éléments que parfois on ne pense pas à préciser à l'écrit, etc. Le fait de se poser sur l'organisation de la semaine et notamment de pouvoir préciser les temps de prise d'accueil à l'école, mais les temps de prise en charge en milieu hospitalier pour du soin, etc. à côté, ça nous donne une bonne vision du besoin de temps des parents ou d'un aidant auprès de l'enfant, et puis sur le temps scolaire qui est envisageable ou pas. Ça, c'est pour la situation actuelle. Les besoins, voilà, c'est est-ce que l'enfant va avoir besoin d'être accompagné dans ses apprentissages? Est-ce que c'est un besoin d'aide à la communication? Est-ce qu'il a besoin d'être accompagné dans ses déplacements? Ou pour tout ce qui va être lié à l'entretien personnel, hein, donc le fait de pouvoir aller aux toilettes, le fait d'avoir besoin d'être changé, le fait d'être aidé pour se nourrir à la pause méridienne, etc. Les attentes et le projet de l'enfant dans sa globalité. Le GEVASCO, je vois la petite flèche, effectivement. Pour les enfants donc, qui sont scolarisés, on va demander ce fameux GEVASCO, hein, le guide d'évaluation scolaire, qui est rempli en équipe de suivi et de scolarisation, donc par l'enseignant, avec l'enseignant référent
des élèves en situation de handicap, avec les autres professionnels qui accompagnent l'enfant si besoin, et la famille. L'idée, voilà, c'est bien de faire un état des lieux là aussi, hein, des capacités de l'enfant, de ses progrès, mais de ses besoins, de ses difficultés, etc. Et ça va être très utile en équipe pluridisciplinaire au moment d'évaluer ou l'accord de la présence d'une AESH, hein, d'un accompagnant aux élèves en situation de handicap, ou quand on est sur une perspective d'orientation vers un IME, vers un ITEP, vers un CESAD. Voilà, ce sont des éléments complémentaires de la part des professionnels qui suivent l'enfant, qui doivent compléter les demandes des parents et qui doivent être remplis conjointement par l'équipe pédagogique de l'école avec la famille. Ensuite, quand on est passé par la vie scolaire et étudiante, mais on va avoir une rubrique liée à la vie professionnelle. Donc, toujours dans la même logique, sa situation aujourd'hui par rapport à l'emploi, son parcours, sa qualification. Auparavant, on demandait souvent un CV, voilà, et on s'est rendu compte que ça pouvait être très difficile en fonction des situations des personnes. Donc, aujourd'hui, le CV en tant que tel n'est plus un élément obligatoire, on peut le joindre, mais ce n'est pas une pièce obligatoire. Par contre, en remplissant la partie D, ça nous donne effectivement une visibilité sur le parcours de la personne dans le cadre de son parcours professionnel pour voir où il y a pu y avoir des difficultés ou quels sont les besoins pour faciliter ou un maintien sur le poste ou une recherche d'emploi accompagnée par des services dédiés ou une orientation vers un établissement et service d'accompagnement par le travail, par exemple. La partie E, sa volonté première, c'était de permettre aux personnes qui souhaitent faire un renouvellement de leur droit à l'identique. Voilà, j'ai une carte, j'ai une reconnaissance travailleur handicapé, ma situation n'a pas évolué, je veux le renouvellement à l'identique de mes droits pour simplifier les démarches administratives parce qu'on sait ô combien c'est lourd. La mise en place de ce formulaire a prévu qu'on puisse remplir la partie A administrative et la partie E. Donc là, effectivement, on n'est pas dans l'expression des besoins. On dit voilà, je suis monsieur et madame Untel, je renouvelle, je demande le renouvellement de mes droits à l'identique en cochant les prestations sollicitées. Évidemment, quelqu'un qui remplit la partie B ou la partie D et qui souhaite remplir la partie E, il n'y a pas d'interdiction. Hein, mais la vocation première, c'était pour rassurer aussi les personnes qui se disaient « Oh là là, mon Dieu, le formulaire en tout, il fait 20 pages, remplir les 20 pages à chaque fois, c'est inhumain. » Non, justement, la partie E, elle avait la volonté de dire on peut faire un renouvellement à l'identique en 5 pages avec la partie administrative et la partie E. Et puis le volet F sur l'aidant, alors il est mentionné dans ce CERFA aidant familial, mais on est bien d'accord, et c'est pour ça qu'on reprécise que c'est vraiment pour les proches aidants. Donc, qui est un proche aidant? C'est toute personne qui va assurer une présence, une aide indispensable à la vie à domicile de la personne en situation de handicap, qui intervient de manière régulière et vraiment à titre non professionnel pour accompagner, stimuler, surveiller dans les actes de la vie quotidienne. Ça peut être le conjoint, ça peut être un parent, ça peut être un enfant, voilà, parce qu'il faut penser aussi aux jeunes aidants, voilà, hein, les mineurs qui sont aussi aidants de leurs parents en situation de handicap, de fait, parce que c'est naturel, mais il faut prendre en compte aussi cette spécificité-là. On a parfois des enfants qui sont en décrochage scolaire, qui ont une fatigue importante parce que, voilà, ils sont tout seuls avec un parent isolé, parce qu'ils doivent aider au quotidien, parce qu'il y a un enfant, un frère, une sœur en situation de handicap, etc. Donc, ne pas omettre l'impact pour les jeunes aidants. Et cette rubrique, elle permet vraiment de spécifier à quelle hauteur, quelle est l'aide apportée par un proche aidant auprès de la personne en situation de handicap. Donc, avec l'accord de la personne aidée, parce qu'on est bien sur un formulaire au nom de la personne en situation de handicap, donc avec son accord, on remplit ce volet F où on peut préciser effectivement l'identité de l'aidant, le type d'aide apportée, s'il y a d'autres
intervenants qui soutiennent. Et puis, si on a des besoins particuliers, s'il y a des solutions à réfléchir, quand on est aussi en situation professionnelle, voilà, on peut avoir besoin d'être relayé à domicile. Quand on est des parents vieillissants, voilà, à un moment donné, avec un adulte en situation de handicap à domicile, il faut aussi parfois pouvoir envisager des solutions de répit, de l'accueil temporaire. Et puis parfois, c'est aussi simplement de rencontrer d'autres aidants, d'avoir d'autres soutiens, auquel cas, ce n'est pas la MDPH qui a la réponse en tant que telle, en tout cas en termes de prestations et de décisions par la Commission des droits et de l'autonomie, mais on peut réorienter vers les cafés des aidants, vers des solutions qui existent en fonction de notre territoire pour apporter cet accompagnement-là s'il y a une demande de la part des proches aidants. Les pièces justificatives, on l'a vu tout à l'heure avec le formulaire, donc on va faire vite. C'est effectivement la carte d'identité, le justificatif de domicile, l'attestation de jugement s'il y en a un, et ce certificat médical daté de moins d'1 an. Il faudra, je pense, à changer le délai. Et puis, tout ce que vous pourrez nous fournir en complément est utile. Alors, hormis tout ce qui va être des clichés radio, etc., ou des CD-ROM, ça, on ne va pas pouvoir les exploiter. Mais si vous avez des comptes rendus médicaux, des comptes rendus, une note sociale, d'une assistante sociale qui vous accompagne, d'un conseiller en insertion professionnelle, des devis pour des demandes d'aide financière au titre de la PCH ou de la EH, sur des séjours adaptés, sur du matériel spécifique, sur des frais récurrents liés au handicap, n'hésitez pas à les fournir. On évalue sur devis, on accorde sur facture. Ensuite, l'organisme payeur va payer sur facture. Vous savez que la MDPH n'est en aucun cas un organisme payeur. On va évaluer les besoins de compensation pour ouvrir les droits et permettre à la personne d'accéder à ses droits. Mais ensuite, tout ce qui va être des allocations, c'est la CAF, la MSA, les organismes qui payent les prestations familiales qui vont prendre le relais. Et tout ce qui va être lié à la PCH, c'est le conseil départemental qui va financer la PCH. Mais on a besoin, pour évaluer ce surcoût de compensation, d'avoir effectivement des devis ou une facture sur des frais engagés antérieurement et qui vont continuer pour avoir un ordre d'idée du surcoût. On est toujours dans ce calcul du surcoût. Qu'est-ce qui fait que le handicap entraîne des coûts supplémentaires? Je pense par exemple au séjour adapté. Ce n'est pas la PCH ou la EH qui va payer l'intégralité du séjour adapté pour un enfant. Par contre, le fait que ce séjour adapté ait un coût plus élevé qu'une colo ordinaire pour le petit frère, ou voilà, ça c'est le surcoût. Pourquoi ce séjour adapté coûte plus cher? Parce qu'il y a plus de professionnels, parce qu'on est dans un lieu adapté, parce qu'il y a une alimentation particulière, parce qu'il y a une infirmière sur place, voilà. Et les aides qui peuvent être attribuées par la CDAPH vont toujours prendre en compte ce surcoût. Tout à l'heure, vous aviez des exemples, par exemple, de véhicules aménagés. Là aussi, la PCH ne permet pas l'acquisition d'un véhicule. On n'achète pas une voiture avec le montant de la PCH. Par contre, elle va pouvoir apporter une aide financière sur le coût de l'aménagement du véhicule. Voilà. Toujours cette notion de surcoût lié au handicap. Donc, partout dans le formulaire, vous avez des petits trombones et à chaque fois, voilà, c'est des indications de documents que vous pouvez nous joindre en complément. Le circuit du dossier, donc, c'est normalement assez similaire d'une MDPH à une autre. Voilà, donc réception du formulaire de la personne avec l'envoi d'un accusé de réception dans les 15 jours normalement. S'il nous manque des pièces qui sont demandées, la personne elle a 2 mois pour nous retourner les pièces demandées, surtout les pièces absolument nécessaires, carte d'identité, justificatif de domicile, etc. Et puis ensuite, c'est évalué en équipe pluridisciplinaire. Équipe pluridisciplinaire, ce sont des professionnels de la MDPH, mais aussi de nos partenaires extérieurs, pour avoir des regards croisés sur les situations et être dans cette évaluation globale des besoins de la personne. Ces équipes pluridisciplinaires font des propositions, donc des propositions de tous les droits auxquels la personne peut prétendre, même ceux qui n'ont pas été formulés. On est dans l'esprit de cette demande générique. Et puis ensuite, ça passe en commission des droits et de l'autonomie. Alors, effectivement, parfois, il y a besoin d'une visite à domicile par un référent social ou par une ergothérapeute. Donc là, les délais peuvent être un petit peu plus longs avant le passage en CDA dans ces cas-là.
Si on a fait des propositions qui n'avaient pas été clairement exprimées par la personne, on va envoyer un courrier à la personne pour lui dire qu'on lui propose telle et telle prestation. C'est ce qu'on appelle le plan personnalisé de compensation. Et là, la personne va pouvoir nous dire, effectivement, je suis d'accord ou pas pour ces prestations. Et puis ensuite, ça passe en commission des droits et de l'autonomie. Donc, sur le 37, on a 3 CDAPH par mois, 2 pour les adultes, 1 pour les enfants. Et à peu près 1 semaine après la commission des droits et de l'autonomie, on envoie par courrier les notifications à la personne et aux organismes qui vont être en charge de la mise en œuvre du projet. Donc, l'éducation nationale, s'il y a une préconisation d'AESH, la CAF, s'il y a une allocation à verser, le département, s'il y a une PCH à payer, etc. Donc, ouais. Les délais, non, c'est bon, ça revient un petit peu à ce que je disais tout à l'heure. Merci, Madame Davo. Un vaste sujet au niveau national. Sachez que toutes les MDPH travaillent vraiment ardemment à la mise à jour de leur process pour avoir des réponses dans les délais les plus respectueux possibles. Normalement, nous avons 4 mois pour apporter une réponse à l'usager. En cas de renouvellement, par sécurité, on préconise vraiment, dans la mesure du possible, de faire la demande de renouvellement 6 mois avant pour s'assurer d'avoir une réponse dans les temps. Comme je vous l'ai dit, on a une vraie vigilance accrue sur les formulaires où la rubrique A5 est cochée, notamment s'il y a un risque de rupture en termes d'allocation. Si quelqu'un n'a plus son AH pour subvenir à ses besoins ou pour un accueil en établissement, on va vraiment être vigilant à ces risques de rupture des droits des personnes. Alors, je vais reprendre la main par rapport au certificat médical. Donc, les informations à indiquer absolument dans le certificat médical. Déjà, la pathologie, si elle est diagnostiquée. Mais le plus important, ça va être de décrire vraiment les conséquences de la pathologie, du handicap et les traitements qui vont vraiment être nécessaires. On vous a mis des exemples là, des choses à ne pas oublier. Donc, la liste n'est pas exhaustive non plus, mais notamment la fatigabilité, les douleurs, tout ce qui est besoin de surveillance, de stimulation, tout ce qui est retentissement psychique, l'isolement social aussi qui va avoir des répercussions, les problèmes de concentration, de mémoire, tout ce qui est retentissement sur la scolarisation, la recherche d'emploi, le maintien sur un poste de travail, les arrêts de travail répétés, les hospitalisations régulières aussi, tout ce qui est en lien avec les troubles de l'alimentation, de l'élimination, des risques de fausses routes, les contraintes liées au traitement ou aux prises en charge, notamment s'il y a un lieu d'hospitalisation qui est loin du domicile, si du coup il y a des choses à vérifier, un taux d'insuline plusieurs fois par jour, des hospitalisations aussi avec des choses du coup de prise de traitement plusieurs fois par jour. Voilà, tout ce qui est vraiment en lien avec les conséquences. Donc, à ne pas oublier les retentissements aussi sur la vie affective et sexuelle. Encore une fois, ce n'est pas exhaustif, il y a beaucoup de choses à penser, mais c'est pour vous donner des exemples. Le caractère fluctuant aussi, ou la régularité des troubles, c'est important de pointer ça, parce qu'il y a certaines pathologies, effectivement, où ça va être vraiment de temps en temps, où il va y avoir des conséquences sur le quotidien, et d'autres où ça va être vraiment très régulier, tous les jours, les intensités aussi qui peuvent être différentes. Il y a la notion de fatigabilité aussi, qu'il est important de souligner dans le certificat médical. Et notamment sur les pathologies rhumatismales, la mise en route du corps qui va être plus ou moins longue, et ça qui peut entraîner de vraies difficultés au quotidien. On vous l'a mis notamment dans la recherche d'emploi. Donc, il y a des choses qui sont aussi à pointer sur la façon dont la mise en route se fait. Et pour chaque domaine d'activité, important de tenir compte des capacités physiques, ça c'est une chose, mais aussi tout ce qui est fonction mentale, cognitive et psychique. Donc ça, c'est vraiment ne pas oublier quand il y a un besoin, par exemple, d'être stimulé pour faire une activité. La personne d'elle-même, elle a la capacité de le faire, mais elle ne va pas y penser. On va avoir besoin de la stimuler pour le faire. Une personne avec des troubles psychiques, effectivement, qui va avoir besoin d'un traitement pour, répondre à sa vie sociale de manière adéquate. Un étayage humain par rapport à une personne qui ne peut pas se mobiliser, notamment dans une recherche d'emploi. Voilà, ça, c'est des choses, effectivement, qu'il est important de révéler dans le certificat médical, de mettre en avant.
Le périmètre de marche aussi va être important pour l'attribution de la carte mobilité inclusion. Donc, ça va donner des indications sur l'autonomie de la personne en termes de déplacement, en termes de mobilité et aussi en termes de gestion de sa sécurité. Ça va après permettre à la MDPH de statuer par rapport à cette carte. Surtout le certificat médical, c'est comme la demande, il ne faut pas oublier de la signer parce que c'est vrai que ça arrive fréquemment, de bien indiquer les coordonnées. Il doit être remis à la personne directement qui va la joindre à son dossier complet avant d'envoyer à la MDPH. Ça ne sert à rien d'envoyer le document, du coup, le certificat médical à côté à la MDPH. On prend en compte, du coup, le dossier dans son entièreté. Attention aussi au certificat médical simplifié parce qu'il est souvent utilisé et il ne permet pas d'évaluer au plus juste la situation des personnes. Donc voilà, effectivement, quand il n'y a pas eu de changement du tout dans une situation médicale, à voir, mais ne pas l'utiliser quand même systématiquement par rapport à cela. Et puis, tous les documents qui peuvent compléter le certificat médical sont à joindre. Alors, on ne vous parle pas de bilan de sang, etc. Bien sûr, ce n'est pas de ces bilans-là dont on parle, mais des choses, notamment de spécialistes, de bilans particuliers en orthophonie, en psychométrique, du coup, les comptes rendus de spécialistes d'un centre de référence. Voilà, ça, ce sont des choses à joindre qui peuvent, du coup, donner des indications complémentaires à la MDPH. Il est aussi prévu un volet concernant les altérations des fonctions auditives et un concernant les altérations de fonctions visuelles. Donc ça, ce sont des spécialistes qui les font et il est important, si effectivement il y a un souci de ce côté-là, que ce soit auditif ou visuel, de faire remplir ces volets-là par les spécialistes avant, encore une fois, de tout adresser à la MDPH. Je fais un petit topo rapidement sur la spécificité des maladies rares, puisque ces maladies sont souvent des maladies chroniques invalidantes qui sont source de handicap, mais elles ont un temps d'errance diagnostique important, qui est de 4 ans en moyenne. Et du coup, se pose souvent la question, pas de diagnostic, on met en parallèle avec pas de droit. Donc, on voulait insister aussi sur le fait que ce n'est pas parce qu'on n'a pas un diagnostic qu'on ne peut pas prétendre avoir des droits. Et donc, on l'a dit juste avant, effectivement, il y a tout le côté où on va expliquer les répercussions et les conséquences de notre pathologie sur le quotidien. Et c'est sur ça que va se baser la MDPH. Alors, des fois, je sais qu'il y a des diagnostics différentiels ou en tout cas un diagnostic en attente parce qu'on n'a pas de précision. C'est pas grave, on fait quand même la demande du moment où effectivement on a des besoins, où on sait qu'on va en avoir. C'est important de solliciter la MDPH le plus rapidement possible, puisque comme vous l'a dit Madame Lani, après en plus il y a les délais de traitement, donc c'est important de réagir vite. La spécificité, c'est aussi une méconnaissance de la pathologie du fait de la rareté des maladies rares. Donc, ça va être important justement de pouvoir expliciter au mieux les répercussions de cette pathologie pour une personne donnée. Il y a besoin souvent d'explications récurrentes et pas forcément de thérapeutique curative qui existe dans ces pathologies. Mais toutefois, voilà, important de les décliner au mieux pour la MDPH. Pour cela, on a des outils. Donc là, je vous ai mis des liens utiles avec ma collègue Madame Hodges. Donc, on a Orphanet, qui est le portail des maladies rares et des médicaments orphelins, où vous pouvez trouver des fiches focus sur les pathologies. Donc ça va pouvoir du coup être mis avec le dossier MDPH notamment. On a le cahier Orphanet, Vivre avec une maladie rare en France, qui reprend les aides et les prestations pour les personnes qui sont atteintes de maladies rares, donc qui est aussi un support pour se projeter, se dire oui, peut-être qu'effectivement ça pourrait être quelque chose dont j'aurais besoin et qui pourrait correspondre à mes attentes. Donc ça aide aussi à la réflexion. Sur le site de la Haute Autorité de Santé, on a les protocoles nationaux de diagnostic et de soins. Donc, c'est des référentiels de bonnes pratiques, ces protocoles, qui portent sur les maladies rares et qui permettent d'expliciter les prises en charge, à la fois diagnostic, les thérapeutiques et le parcours de soins pour une maladie donnée. Donc, ils sont joints aussi au dossier MDPH. Ils peuvent aider pour faire avancer les dossiers, pour faire comprendre les pathologies. Il y a eu une expérimentation d'un formulaire spécifique maladie rare qui a été mis en place et donc on peut aussi utiliser. C'est un formulaire qui a été développé par le Groupement national de coopération des handicaps rares
et plusieurs filières de santé maladies rares qui ont travaillé conjointement sur ce document. Et il vise à mieux informer sur la limitation des capacités fonctionnelles qui sont causées par la maladie rare ou le handicap rare. Donc, c'est un outil complémentaire. Vous allez dire, ça fait beaucoup de choses, mais c'est vrai que voilà, c'est effectivement beaucoup de choses, mais c'est bien de pouvoir donner tous les éléments de compréhension à la MDPH et ça évite qu'on vous en redemande et du coup, voilà, pour l'instruction du dossier, ça va être plus facilitant et plus rapide par la suite, même si au départ, ça peut paraître fastidieux. C'est pour ça que d'ailleurs, on est là pour vous accompagner dans l'aide au remplissage au quotidien. Je vous ai mis aussi le site Maladies Rares Info Service, où vous trouvez pas mal d'informations sur les maladies rares. Il y a aussi des forums pour les personnes qui ont besoin de trouver un groupe de parole notamment. Et l'Alliance Maladies Rares qui rassemble 200 associations de patients. Vous pouvez aussi trouver notamment ce formulaire spécifique dont je vous ai parlé avant et un site voilà, avec beaucoup de ressources. Je vous redonne la main. Merci. Alors, c'est vrai qu'il y a une question qui revient très souvent auprès des personnes qui ont un dossier à la MDPH, c'est cette fameuse notion du taux d'incapacité. C'est vrai qu'en termes de vocabulaire, ce n'est pas simple parce que la pension d'invalidité est versée par la sécurité sociale au regard de certains critères liés souvent à une capacité de travail dégradée à cause de la maladie. Et qu'à la MDPH, on va évaluer un taux d'incapacité pour l'attribution notamment des cartes mobilité inclusion, mention priorité ou mention invalidité. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'effectivement, on n'a pas un tableau tout prêt qui nous dit que telle maladie donne tel droit. Et on ne se base pas, comme on vous l'a expliqué depuis le début, sur un diagnostic, mais bien sur les conséquences de la maladie, de la pathologie dans la vie quotidienne de la personne. Donc, ce taux d'incapacité, il est évalué en équipe pluridisciplinaire à partir d'un guide barème national pour effectivement quantifier les difficultés de la personne dans les gestes de la vie quotidienne en fonction de sa pathologie et des conséquences de sa pathologie dans la vie quotidienne. Donc, le diagnostic tout seul ne permet pas de faire une évaluation d'un taux d'incapacité. On est vraiment toujours, et c'est aussi pour ça qu'on a des délais plus ou moins longs, sur une évaluation individualisée des conséquences dans la vie de la personne, des conséquences d'une thérapie s'il y en a une, des conséquences des besoins d'aide humaine, d'accompagnement dans les interactions avec les autres, etc. Donc, on est toujours dans une évaluation très individualisée pour évaluer ce taux. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas fixer un taux précis d'incapacité. Souvent, les personnes nous disent « moi, j'ai eu que 79%. » Non, on n'a pas 79%. On va le voir dans la slide suivante, 3 fourchettes, un taux inférieur à 50% d'incapacité. Ça veut dire qu'effectivement, on a des troubles importants qui entraînent une gêne notable dans la vie sociale de la personne, mais que même si c'est au prix d'efforts importants, l'autonomie de la personne est préservée dans les actes élémentaires de la vie quotidienne. Ensuite, si on a moins de 80%, au moins 80%, excusez-moi, donc un taux d'au moins 80%, là, ça veut dire qu'on a vraiment des troubles importants qui entravent la gestion du quotidien, des activités essentielles de la vie quotidienne de la personne, c'est-à-dire que la personne elle a besoin d'être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée, ou stimulée, comme vous l'a dit Madame Davot tout à l'heure. Parfois, physiquement, on a la capacité mais en fonction des troubles et des pathologies, on ne va pas avoir l'initiative de le faire, ou on va avoir besoin d'être surveillé, ou après avoir fait sa douche tout seul, parce qu'on est capable de le faire tout seul, on a une telle fatigabilité qu'il faut se recoucher pendant 1 heure ou 2 parce que ça entraînait des douleurs, etc. Donc voilà, tout ça, c'est des choses qui vont permettre d'évaluer le taux. Et entre les deux, on a entre 50 et 80%. Voilà. Donc, en gros, on a ou moins de 50%, ou entre 50 et 79% d'incapacité, ou plus de 80%. Ces seuils, ils sont importants pour l'attribution de certaines prestations, puisque notamment l'allocation adulte handicapé, elle est attribuée de droit aux personnes qui ont plus de 80% d'incapacité, mais pour les personnes qui ont entre 50 et 79%, elle sera attribuée s'il y a une restriction d'accès à l'emploi. Voilà. La carte mobilité inclusion, mention invalidité,
il faut effectivement avoir un taux d'incapacité évalué au moins égal à 80%. Si on est entre 50 et 79%, on aura peut-être la carte mobilité inclusion mention priorité, parce qu'on a une situation debout difficile, parce qu'on est gêné dans ses déplacements, etc. Mais en aucun cas, vous n'avez 62, 45, 72% d'incapacité. On ne peut pas faire cette évaluation très précise, donc on est vraiment sur une notion de fourchette du taux d'incapacité qui vont permettre d'accéder à certaines prestations. Quand on n'est pas d'accord avec une décision prise par la Commission des droits et de l'autonomie, on a le droit, heureusement, de ne pas être en accord avec cette décision. Plusieurs possibilités. Donc, effectivement, depuis 2019, c'est une évolution de la loi du 29 octobre 2018, on peut, pour faire une demande de contestation auprès de la MDPH, aujourd'hui, on parle de RAPO, de recours administratif préalable obligatoire. Voilà. Il y a plusieurs étapes qui ne sont pas obligatoires, en tout cas sur les deux premières. On peut demander une conciliation à la MDPH. Un conciliateur, c'est une personne bénévole qui a un parcours de vie et professionnel qui fait qu'elle a tout à fait les capacités de recevoir un usager qui ne comprendrait pas la notification de la CDAPH pour qu'on réexplique. Voilà, parfois c'est un problème d'explication sur comment on a évalué, qu'est-ce qui est pris en compte, qu'est-ce que ça veut dire telle ou telle décision. Si vraiment on veut contester, là c'est le RAPO, le recours administratif préalable obligatoire, qui est lui de toute façon obligatoire avant de pouvoir faire une autre contestation au tribunal. Avant on l'appelait le recours gracieux. Voilà, donc ça a changé de nom, c'est le RAPO, mais c'est le même principe. Donc c'est un courrier à la MDPH, à l'attention du président de la Commission des droits et de l'autonomie, pour dire qu'on conteste la décision. Et la MDPH a alors 2 mois pour réexaminer votre dossier. Si vous avez des éléments complémentaires, vous pouvez les joindre, évidemment. Le RAPO, il est bien sur la contestation d'une décision avec les éléments qu'on avait au moment où on a pris la décision. Si, entre le moment où on a pris la décision par rapport au moment où vous aviez déposé le dossier, si la situation s'est fortement dégradée, ce n'est pas un RAPO, c'est une nouvelle demande, parce qu'on ne s'est pas trompé sur l'évaluation au regard des éléments qu'on avait dans le formulaire, par exemple. Donc le RAPO, c'est vraiment de dire qu'on conteste la décision qui a été prise par la Commission des droits et de l'autonomie au regard des éléments qu'il y avait dans le dossier. Et puis si, après ce RAPO, la décision de la CDAPH est confirmée, et que donc vous n'êtes toujours pas d'accord, à ce moment-là, effectivement, on va aller devant le tribunal. Là, c'est un recours en contentieux devant le tribunal avec différentes modalités en fonction des prestations. Voilà. Et c'est ce qu'on a à la suite. Voilà. Donc, je ne vais pas lire la slide parce que ça n'a pas grand intérêt, vous aurez le document, mais en fonction de la prestation que l'on conteste, on ne s'adresse pas au même tribunal pour revenir sur cette décision après un RAPO. En tout cas, voilà, ce qui est hyper important, c'est qu'on ne peut pas faire un contentieux au tribunal si on n'a pas fait de RAPO d'abord. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir. Les coordonnées de l'équipe de coordination, là, juste avant, pour ceux qui vont couper, si vous avez besoin de recontacter la plateforme aussi. Bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir.